il n'a pas diminué du tout. Cette blague que je vous ai dite, je ne m'en suis pas dépossédé, et pourtant, vous l'avez. Dans le cas du commerce de l'économie de la rareté, il y a soustraction. Je vous donne un bien, vous le soustraites chez moi. Dans le cas de l'économie d'abondance, il y a multiplication. Vous êtes 100 à vouloir le bien, eh bien, vous êtes 100 à l'avoir, et je n'en suis pas dépossédé. Mais ce n'est pas nouveau comme modèle économique. C'est le modèle économique d'enseignement. Vous avez tous été en cours, à un moment ou à un autre. En général, quand le prof rentre pour vous expliquer un truc, s'il le savait à l'entrée, il le sait encore à la sortie. Parfois, plusieurs élèves le savent également. Il n'y a rien de systématique là-dedans, mais le modèle est celui-là. En moyenne, vos instituts ont réussi à vous apprendre à écrire. Je pense que si je demande qui sait écrire dans la salle, tout le monde va lever la main. Donc, ou au moins une large majorité. Oui, on va engager ces messes, c'est ce qu'elle dit. On a bien affaire à une multiplication. C'est ça l'économie de l'abondance. Si on essaye d'appliquer là-dessus les principes de l'économie de la rareté, genre la loi de l'offre et de la demande, combien d'exemplaires de ma blague hilarante peut-on fabriquer sans surcoût? Pouf! À peu près l'infini. On peut la raconter en boucle à des milliards de gens, elle n'est pas très longue en plus, elle n'est pas très drôle non plus, mais à peu près une quantité infinie. Combien de gens souhaitent payer pour acquérir cette blague? Même si elle était méga drôle. Pas tout le monde. Combien de gens souhaitent juste la connaître, si on ne parle même pas de payer, qui seraient des candidats potentiels pour l'avoir gratuitement? Il fournirait un peu de temps de cerveau disponible, on prendrait de la publicité, enfin on ferait ça comme d'habitude. Qui ça peut intéresser? Pas tout le monde. J'ai une production infinie qui intéresse un public fini. Toutes les lois de mathématiques disent que le prix de vente est nul. Toutes. Juste parce que c'est débile. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce qu'on n'est pas dans l'économie de la rareté que le fait d'apprendre à écrire n'a pas de valeur. Simplement, la valeur n'est pas la même. On ne parle pas d'une valeur qui est liée à la loi de l'offre et de la demande, on parle d'une valeur qui est liée à l'usage. L'économie de l'abondance fonctionne sur la valeur d'usage. Avez-vous besoin d'apprendre à écrire? Combien êtes-vous prêt à accepter de sacrifices pour que vos enfants puissent apprendre à écrire? Et vous allez voir que la valeur, tout d'un coup, elle est immense. Alors que le calcul mathématique élémentaire disait que non. La valeur, elle est immense, ça s'appelle les impôts que vous payez. Quand vous payez des profs par vos impôts, c'est bien ça que vous faites. Et si vous acceptez que l'État dépense une part colossale de son budget pour éduquer les enfants, c'est parce que vous estimez que ça a de la valeur. Et bien, de la même manière, les contenus culturels ont une valeur. Si on essaye de se restreindre au modèle de l'économie de la rareté, on n'est plus capable de calculer cette valeur. Si on sort et on vient dans l'économie des usages, dans l'économie de l'abondance, il y a la valeur d'usage. Combien est-ce que je suis prêt à payer pour pouvoir regarder tranquillou tel épisode de telle série télévisée à l'heure qui m'arrange dans mon canapé? Une somme non nulle. Si la série est vraiment affligeante, la somme est nulle, ça c'est très clair. Mais même en échange de pas d'argent, je ne le regarderai pas, je regarderai autre chose. Donc, la somme existe. Et c'est pas une question de copier ou pas. À combien j'évalue l'usage que je vais faire de cette information? C'est ça la question clé. Les réponses sur les questions du droit d'auteur, c'est donc comprendre qu'on est dans une économie d'abondance, c'est comprendre qu'on ne peut pas asseoir la rareté, enfin la rémunération sur la rareté, parce que sinon les artistes sont morts. C'est le fait qu'on peut par contre asseoir la rémunération sur le commerce, puisqu'il restera un commerce, puisqu'il reste une valeur. Ça, moi j'ai aucun doute. Universal peut mourir, il restera un commerce de la musique, c'est certain. Il restera de la musique et il restera un commerce de la musique, puisque ça a de la valeur.
Enfin, il faut comprendre les effets de réseau. Il faut comprendre que on peut fonctionner autrement que par une distribution complètement centralisée et verrouillée, où c'est le patron de Vivendi Universal qui décide de matraquer des milliards d'euros de publicité pour vous faire tous acheter la même musique. Ça, c'est un modèle, c'est le modèle de la télévision. Puisque quand il diffuse le spot de pub pour son disque, il le diffuse forcément à tout le monde en même temps, il fonctionne comme ça. Le modèle en réseau peut fonctionner différemment, peut fonctionner avec une information qui ne circule pas de manière aussi verticale, qui du coup fonctionne beaucoup moins sur 2% des titres qui font 90% des revenus. On peut trouver des choses beaucoup plus lissées, on peut trouver des modèles autour du réseau beaucoup plus intéressants. Mais le mécanisme qui consiste à croire qu'on peut revenir à l'ancien temps, ça ne marche pas. J'ai pas envie de vous détailler plus que ça les détails d'Adopi, d'abord parce que je l'ai fait 10 fois en conférence, puis c'est chiant. Voilà, il suffit de comprendre que ça sert à rien, après on peut regarder les détails de comment ça sert à rien. C'est pas super instructif, ça. Le filtrage.